Eh bien, bonjour à toutes et à tous pour ce quatrième webinaire de l'année de mémoire, donc consacré à la paire et danse. Nous sommes ravis d'accueillir Madame Mazur et Monsieur Boucher, qui vont pouvoir nous éclairer sur ce qu'est la paire et danse et les attendus de ce dispositif. Karen, comme à notre habitude, un petit mot d'introduction. Merci Daniel. Donc, que dire sur la santé, la santé mentale? C'est que la santé mentale en milieu professionnel est aujourd'hui un sujet majeur, susceptible de concerner tous les salariés. Aujourd'hui, près d'un quart des salariés déclarent une mauvaise santé mentale et les troubles anxio-dépressifs sont la première cause d'arrêt longue durée. Alors de plus, les travailleurs peuvent être exposés dans le cadre de leur activité professionnelle à certains risques susceptibles d'altérer leur santé mentale. Dans la fonction publique, l'inclusion des agents en situation de handicap ne se limite pas à l'accessibilité des locaux et aux aménagements de postes. Elle passe aussi par la capacité à créer un environnement où chacun peut se sentir compris, soutenu et acteur de son propre parcours. Et donc, si la réponse venait des pairs, donc la paire aidance, c'est l'art de transformer l'expérience vécue en une force collective. Imaginez un collègue qui, après un épisode de burn-out, revient au travail et devient une ressource pour les autres collègues. Alors pourquoi la paire aidance peut apparaître comme un véritable levier d'inclusion? Parce que les référents handicap en première ligne manquent parfois d'outils pour aborder la santé mentale avec justesse, parce que derrière les statistiques qui peuvent être alarmantes se cachent des parcours de résilience, des histoires singulières et des solutions concrètes. Et d'ailleurs, le FIP promeut aussi la paire aidance au travers d'un guide qui a été publié récemment pour permettre aux employeurs publics de s'outiller. Excusez-moi, je bois un petit verre. Alors, donc ce webinaire a pour vocation de vous donner des outils, un nouvel outil managérial et humain à travers la présentation des fondements de la paire aidance. Vous aurez la chance d'avoir le témoignage et l'expertise d'Eva Mazur qui nous éclairera sur l'émission et son impact. Monsieur Bouchez présentera le Clubhouse, une structure pionnière en la matière. Et enfin, on vous donnera des pistes comment déployer ce dispositif de paire aidance dans votre administration. Donc, en tout cas, j'en ai fini. C'est parti pour ce nouveau webinaire et je laisse les intervenants prendre le relais. Merci beaucoup. Merci Karen. Donc, je vais donc le programme, donc un petit cadre général. Alors je ne suis pas un expert de la péridance, mais poser un peu les bases de la péridance. Ses origines en France se retrouvent dans les mouvements de réhabilitation psychosociale et de défense des droits des usagers. Donc on est bien sur une posture des droits des usagers. Elle s'est développée à partir des années 2000 en France et inspirée d'initiatives anglo-saxonnes aux États-Unis, au Canada, où la péridance avait un historique un peu plus important. Initialement promu par des associations de patients et de familles, ainsi que par les professionnels de la santé mentale, donc convaincus que l'expérience vécue dans le processus de rétablissement était importante. Redonner l'espoir aux personnes accompagnées, soutenir ces dernières dans la reprise de pouvoir de leur vie, empowerment, je sais pas, ça fait long, j'ai pas eu une bonne note au bac en anglais, donc empowerment, donc c'est vrai que c'est un terme qui est assez à la mode de nos jours. Participer à réduire à la stigmatisation par le témoignage. Euh, une petite fresque historique sur, donc comme on peut le voir, hein, on est sur
une mise en place de la paire aidance vraiment très récente en France, donc avec bien sûr la loi handicap. En 2007, le mouvement et action pour le rétablissement sanitaire et social à Marseille a embauché des pairs en santé mentale, donc c'est vraiment très très récent. La création des GEM, des groupes d'entraide mutuelle en 2009. Euh, on va passer sur donc l'OMS de Lille qui a lancé une expérimentation de médiateurs en santé pair, MSP, avec 30 participants, donc c'était en 2012. Un programme de pair émulation, donc initié par l'UNAFAM en 2016. Donc une professionnalisation avec une licence en santé sanitaire et sociale à l'université de Bobigny avec 35 postes en médiateur de santé pair. En 2019, l'Université de Paris 13 qui a décliné un diplôme universitaire. Et donc, une nouvelle licence professionnelle. Donc là, on est vraiment sur une approche très professionnelle du métier de père aidant ou de médiateur santé pair. Donc, à l'Université de Bordeaux en 2022. Donc les trois dimensions du processus de rétablissement. Donc au milieu, on a le rétablissement personnel et donc qui va se décliner en trois dimensions. Donc le rétablissement fonctionnel, donc restauration de la capacité à affronter des situations, connaissance de ses forces et de ses limites. Le rétablissement clinique, donc là on est plus sur une approche symptomatique, et puis le rétablissement qui nous concerne plus en tant qu'acteur de l'emploi, donc le rétablissement social, donc développement de l'autonomie en termes de logement, de revenus, de relations sociales et bien évidemment d'emploi. Donc la pérédance, c'est une forme d'entraide, donc elle nécessite des formations complémentaires. On a un aspect très fort sur la professionnalisation qui va permettre le développement d'opportunités d'emploi pour les personnes concernées, peut devenir une- un travail rémunéré. Et donc, on est vraiment dans une logique d'innovation sociale dans le domaine de l'accompagnement. Oui, Donc, bonjour Isabella. je suis obligé de couper les micros. Donc voilà, un peu poser les bases très, très succinctement à la fois dans une approche historique, mais je préfère véritablement laisser la parole à Eva Mazur, donc qui est médiatrice santé pair, chef de pôle adjointe pôle des usagers au centre hospitalier du Rouvray. Donc Eva, je vous laisse la parole. Je suis là, oui, merci beaucoup. Merci. Merci pour cette introduction que je vais pouvoir compléter. Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie beaucoup déjà pour cette invitation. Je suis ravie d'être avec vous ce matin pour vous présenter la paire et danse. Alors, du mieux que je peux, du mieux que j'en connaisse, en fait, à ce jour, moi, mon objectif, c'est de vous donner une lecture et quelques points de repère de ce champ qui est encore en construction. Et je trouve ça particulièrement audacieux, effectivement, et novateur que de vouloir ouvrir la pérédance à d'autres champs aujourd'hui que le sanitaire ou le médico-social. Alors, je vais me présenter en quelques mots juste pour que vous puissiez situer d'où je parle. Donc, je suis Eva Mazur et puis j'ai plusieurs casquettes. Aujourd'hui, je suis médiatrice de santé pair donc au centre hospitalier du Rouvray depuis plus de 3 ans maintenant et plus récemment chef de pôle adjointe d'un pôle des usagers. Donc, le Rouvray a décidé de créer un pôle entièrement dédié aux usagers de l'hôpital, donc au même titre que tous les autres pôles d'un hôpital. Et ça, c'est une innovation hein, dans l'organisation de l'hôpital psychiatrique.
C'est un pôle qui est réparti en 4 départements, dont un département dédié à la paix et danse, un autre dédié à la démocratie sanitaire, un autre à la déstigmatisation et le dernier à la formation et à la recherche, particulièrement autour des savoirs expérientiels. Et je vais revenir en fait sur cette notion de savoir expérientiel. C'est difficile de penser la paix et danse sans essayer de définir cette notion de savoir expérientiel. Alors tout ça pour vous dire que il y a des avancées actuellement dans ce champ et elles sont importantes tant pour améliorer l'accompagnement, la qualité des soins que pour favoriser en fait une société plus inclusive, davantage capable de voir les fragilités humaines qu'on trouve aussi dans le monde du travail, non pas comme des freins, mais comme de véritables ressources, comme ça a été dit en introduction. Et à côté de mon travail à l'hôpital, je suis formatrice indépendante et j'interviens sur les enjeux de santé mentale en entreprise, sur les enjeux de rétablissement et d'intégration des pairs aidants dans les équipes. Et c'est intéressant parce qu'on en parlera hein, tout à l'heure en conclusion. Je travaille avec la ville de Paris et l'année dernière, j'ai eu l'occasion de former des agents à la paire aidance justement mais sur un groupe de population particulier, parce que c'était des agents qui avaient été déclarés inaptes définitivement et qui étaient dans un parcours de reclassement. L'idée, c'était que des agents qui avaient réussi leur parcours de reclassement, malgré leur maladie, les difficultés liées à l'inaptitude, hein, c'était vraiment comme un deuil pour eux, un deuil d'un état vers un autre. L'idée, c'était que ces agents qui avaient réussi leur parcours de reclassement puissent donner de la motivation, de l'espoir et des stratégies aussi à d'autres agents pour qui le parcours de reclassement était un peu plus difficile. Et donc on voit en fait que la paire aidance commence à sortir des murs du sanitaire et du médico-social pour pénétrer d'autres sphères et d'autres manières de pratiquer la paire aidance. Et aussi également actuellement aux bibliothèques de Paris, pour vous donner un autre exemple, ce projet de recruter un médiateur de santé pair pour aller vers le public, aider aussi les agents des bibliothèques à être accompagnés sur leurs difficultés de santé mentale et aussi accompagner les équipes à l'égard des usagers parce que de plus en plus de bibliothécaires rencontrent des usagers avec des problèmes de santé mentale. Et donc forcément, la façon de pratiquer la paire aidance, elle évolue et puis elle va varier selon les contextes et puis les attendus en fait de ces missions. Alors on m'a demandé de vous parler un peu du contenu de la paire aidance. Moi j'ai retraduit cette proposition en une question. C'est finalement quelle est l'essence de la paire aidance? Est-ce qu'il y a des facteurs qui sont assez communs que l'on peut retrouver dans toute forme de paire aidance, quel que soit le contexte? Et donc j'ai essayé d'esquisser un peu une colonne vertébrale des processus qui, a priori, sont à l'œuvre, quelle que soit la forme de paire aidance qu'on pratique. Alors, j'en parle avec prudence, tant le sujet aujourd'hui de la paire aidance est multiforme et qu'on peut entendre hein, des présentations différentes et complémentaires. Déjà, je vous donne une toute première définition qui est citée plein de fois dans la littérature quand on cherche à définir ce qu'est un père aidant professionnel en santé mentale. Donc le père aidant, c'est un membre du personnel qui divulgue qu'il vit ou qu'il a vécu un trouble psychique. Et le partage de son vécu et de son histoire de rétablissement, pareil, c'est un autre mot qu'on va définir, le rétablissement. Le partage de son histoire de rétablissement a pour but de redonner de l'espoir, de servir de modèle d'identification, d'offrir de l'inspiration, du soutien et de l'information auprès de personnes qui vivent des situations similaires à celles qu'il a vécues. Vous savez, en tant que personne concernée, on est quand même très nombreux à avoir manqué d'informations sur les différentes structures de santé mentale, sur les différents professionnels. Et un père aidant qui a fait ce chemin-là, il a ses ressources du terrain, il a connu des structures, il a connu des professionnels. Et dans le monde du travail, on a encore
tout un travail, une évolution à faire autour du tabou, déjà, et de la stigmatisation des troubles psychiques, alors qu'il y a probablement des travailleurs qui ont toutes ces ressources et on a tout intérêt à ce qu'on ouvre la parole pour pouvoir se les transmettre, en fait, les uns les autres. La paire aidance, ça permet aussi ça, cette transmission d'informations sur le système de soins en santé mentale. Alors, je vais pas revenir sur le contexte historique de la paire aidance en détail, qui a été un peu introduit tout à l'heure, mais juste peut-être pour souligner que pour en arriver à cette définition que je viens de vous donner, il a quand même fallu des décennies d'évolution pour commencer à professionnaliser la paire aidance. Et la paire aidance, ce qu'il faut retenir de son histoire, c'est qu'elle a quand même des ramifications dans des mouvements sociaux de lutte contre les discriminations, hein. Elle naît d'abord de façon informelle dans des groupes de self-help, donc ça veut dire des groupes d'autosupport. Et vous en connaissez tous, hein. On peut citer les alcooliques anonymes, le Clubhouse qui sera présenté tout à l'heure. Donc là, on est dans les années 40, c'est-à-dire des personnes qui se sont réunies spontanément pour s'apporter une aide mutuelle face à une maladie, face à un handicap, face à une condition, etc. Mais la paire aidance, elle a des enjeux plus larges d'un point de vue sociétal et politique. La paire aidance, elle a aussi le potentiel de bousculer ce qu'on considère comme normal et elle peut confirmer la nécessité de reconnaître que les personnes qui appartiennent à certaines minorités ont des savoirs qui leur sont propres et aussi que leur récit, que leur narration compte dans l'espace public, dans l'espace politique, aujourd'hui, pourquoi pas, dans l'espace du travail et de l'entreprise, et que ces narrations, ces récits sont riches d'enseignements pour tous. Et que donc on aurait tout intérêt à les écouter, à les intégrer dans les pratiques. Alors, quand on parle de pair aidance, on porte aussi donc un intérêt particulier pour des récits qui ont été pendant longtemps invisibilisés. Donc, il y a aussi derrière des enjeux de transformation sociétale, d'un déplacement culturel. En psychiatrie, on parle même de changement de paradigme, hein, qui découle de l'introduction de ces nouveaux professionnels dans différents secteurs et d'une certaine façon aujourd'hui de penser le soin autour du rétablissement des personnes. Donc, quand on dit pair aidance, on rattache ce type d'accompagnement aux évolutions en matière de droits des patients, la participation, la démocratie sanitaire, la personne actrice de son parcours de soins, etc. Alors, dans le domaine qui me concerne plus particulièrement, qui est la psychiatrie, je vous disais, la paire aidance, elle est corrélée aux nouvelles pratiques de soins dites orientées vers le rétablissement. Le rétablissement, c'est un mot qui a été fortement porté par les personnes concernées elles-mêmes par une maladie psychique ou bien qui ont été psychiatrisées pour faire valoir leurs droits, pour défendre une position horizontale face au pouvoir médical, pour lutter contre les mesures coercitives aussi en psychiatrie et donner du pouvoir d'agir, ce qui a été nommé tout à l'heure l'empowerment, c'est le pouvoir d'agir aux personnes ainsi que de reconnaître qu'il est possible d'aller bien, de s'insérer, d'avoir des relations sociales, même si les symptômes d'une maladie psychique peuvent perdurer tout au long de la vie. Donc on est plutôt, quand on parle de rétablissement, sur apprendre à vivre avec ces symptômes. Il y a différentes dimensions du rétablissement, elles vous ont été introduites tout à l'heure. Et donc, voilà, il y a notamment des mouvements qui se sont appelés, par exemple, les survivants de la psychiatrie. Là, on est dans les années 70, 80, plutôt en Amérique du Nord. Et vous voyez que le mot, il est pas neutre, hein, le mot de survivant. Hein. Il vient dire quand même, je suis pas seulement passé par la psychiatrie, j'y ai survécu. Donc, survivant, c'était un choix identitaire de ces mouvements qui impliquait de ne pas être réduit
à une étiquette de malade et de pouvoir légitimer son expérience. Alors évidemment, tous les usagers de la psychiatrie ne se reconnaissent pas comme survivants, hein, loin de là, mais disons qu'il y a quand même des vestiges de ce passé contestataire dans la paix et danse. Et il y a deux grands slogans qui sont aussi ressortis de ces mouvements militants. Le premier slogan, c'est Je suis une personne, pas une maladie. Donc là, on est sur la dimension identitaire. Le deuxième slogan, c'est Jamais rien sur nous sans nous. Et là, on est sur la dimension du consentement. Et un père aidant professionnel qui est recruté dans un service de soins, il est supposé être attentif à la façon aussi dont on parle des gens qui sont concernés par un trouble psychique dans les couloirs des unités. Il peut être plus alerte sur le respect du consentement dans un parcours de soins. Bref, dans sa posture, il a une sensibilité aux valeurs du rétablissement, que sont l'autodétermination, l'identité, le lien, l'espoir et le sens. Ça, ce sont les valeurs qui charpentent la posture du père aidant, du moins en psychiatrie. Mais on peut s'interroger, parce que le rétablissement, c'est pas une notion qui appartient seulement à la psychiatrie, c'est une notion pour la société entière. Finalement, les personnes concernées par les troubles psychiques, que sont les collaborateurs, les travailleurs, se sont déjà exprimés sur ce qui pouvait les aider à se rétablir. Et c'est cet ensemble de valeurs. Alors, pour moi, la paix et danse, telle que je la vis, telle que je l'éprouve aussi depuis plusieurs années, que ce soit à l'hôpital, dans le milieu associatif, c'est une autre façon d'aborder la relation à l'autre, d'être ensemble, de s'entraider, de tendre vers davantage d'ouverture d'esprit et quelque part, je dirais même que c'est une autre façon de faire société ensemble autour des vulnérabilités des uns et des autres. La pérédance, elle est tournée du coup sur des épreuves de vie qui, dans la plupart des cas, ont été stigmatisantes, avec d'ailleurs très souvent un cumul d'expériences dans les parcours de vie, un cumul d'expériences stigmatisantes. Donc des épreuves de vie qui, dans notre société, ne correspondent pas à une certaine norme et peuvent de ce fait entraîner des inégalités accentuées par des rapports de pouvoir, de domination, etc. Donc une façon de parler de la pérédance, c'est d'en parler comme d'une forme d'entraide entre deux personnes qui vont se reconnaître comme pairs dans le vécu commun autour d'une adversité de la vie qui peut être la maladie psychique ou physique, la grande précarité, les violences subies de toute nature, la prostitution, le fait d'avoir connu la rue, les addictions, etc., etc. Ce qu'il faut aussi peut-être souligner, c'est que le concept de père aidance, aujourd'hui, il est très vaste. Il peut paraître flou et il est en construction. C'est un concept dont la définition n'est pas tout à fait stabilisée. Et donc, selon avec qui vous parlez, vous n'aurez pas la même vision et le même vocabulaire. Et ça, c'est à la fois une opportunité, c'est celle de pouvoir avoir plein de profils de pères aidants. Ça, c'est une richesse. Et puis, c'est aussi, de l'autre côté, un risque. C'est celui de voir la père aidance dénaturée, devenir un peu un fourre-tout et puis mettre ce mot à toutes les sens, à toutes les sauces. Et puis, il y Eva, a... Oui. vous me dites hein, si je dois passer les diapos parce que on me dit le diaporama semble figé. Il est pas du tout figé. Vous êtes en train de nous expliquer tout le contenu de la pérédance. Donc, Oui, ben, vous pouvez, je pense, passer la slide suivante. Ouais, je pense que j'en suis à là. Ouais, le rétablissement. Ok. Même peut-être la slide suivante. d'accord. Vous me dites, hein, je suis un. Voilà, on va rester sur celle-là. Merci. C'est pour ça que je vous disais, je suis pas toujours fan des PowerPoint, mais on Non, se non, mais synchronise, c'est bien. Merci. Euh, et qu'est-ce que je vous disais? Ben voilà, je vous disais qu'il y avait plein de façons de pratiquer la pérédance. Il y a la pérédance bénévole et informelle. Il y a les intervenants pairs, les médiateurs de santé pairs.
J'ai pu moi-même utiliser plusieurs de ces termes depuis le début de ma présentation. Donc, qu'est-ce qui vient caractériser la paire aidance? Donc moi, je vous en donne, je vais en parler plutôt avec une vision professionnelle qui est imprégnée hein, du milieu sanitaire et de la psychiatrie. Mais toute la question, c'est comment on peut transposer ça à d'autres contextes. Alors, la paire aidance, c'est cette possibilité, à mes yeux, je vous disais, d'entrer dans un lien de façon singulière. C'est un lien qui est créé entre deux personnes sur la base de la reconnaissance mutuelle. Ça, c'est une première caractéristique qui va pas de soi, la reconnaissance mutuelle. Ça veut dire que être père, ça ne se décrète pas. Et une première question qu'on se pose tous quand on commence cette pratique, c'est de qui est-on le père? Et je peux pas dire à quelqu'un dans mon métier, je suis ta père aidante. Pour que cela ait lieu, il faut déjà que la personne en face de moi se reconnaisse dans mon expérience vécue de troubles psychiques et que je me reconnaisse aussi en lui ou en elle, dans son expérience. Parce que c'est dans la reconnaissance mutuelle que peut naître une écoute particulière qui va amener des résonances. Et ça, c'est la deuxième caractéristique de la paire aidance. Reconnaissance mutuelle et résonance. Alors, qu'est-ce qu'on entend par résonance? Eh bien, c'est quand l'expérience de l'autre vient toucher la nôtre, humainement et profondément. Dans beaucoup de métiers du soin, vous le savez, on parle de l'importance de l'empathie. Dans la paire aidance, et c'est une compétence hein, à développer, qu'on peut développer en tant que père aidant, dans la paire aidance, l'empathie, elle est au service de la résonance. C'est quand la personne en face de nous nous dit, je sais exactement de quoi tu parles. Je l'ai aussi vécu dans ma chair, dans mon corps et dans ma vie. Donc, si vous voulez, la résonance, c'est une compréhension incarnée et pas seulement une compréhension empathique. Et c'est pour ça que vous avez beaucoup de soignants, bah, ils sont pleins d'empathie évidemment, mais qui vont nous dire par moments, mais pour autant, je ne l'ai pas vécu. Je ne sais pas ce que cela fait de l'intérieur. Et les personnes concernées sont les mieux placées pour ça, pour parler de l'intérieur. Et c'est là où on est très complémentaires en fait dans une équipe pluridisciplinaire. À travers la résonance, il y a une forme d'évidence, en fait, de la relation qui peut se créer. On sait, avec notre père, qu'on parle de la même chose, du même vécu, et sans toujours avoir à le nommer, finalement. Et voilà, et c'est en ça que ça peut aider une équipe. Je peux vous partager, hein, moi, d'un point de vue personnel, ce que la résonance, parce que je me suis fait accompagner également par des pères aidants, et c'est toujours le cas. Je peux vous partager ce que ça m'a apporté par rapport à mon trouble psychique, cette idée de raisonner avec l'autre. Bah, c'est deux choses principalement, mais pas que, mais deux choses principalement. Ça m'a apporté un sentiment de soulagement réel et un allègement presque instantané de la honte et de la culpabilité qui étaient liées à mon trouble. Donc soulagement et allègement de la honte et de la solitude. Et ça, c'est pas rien dans un parcours avec un trouble psychique. Euh, en pérédance, on comprend pas seulement avec la tête, on comprend avec ce qu'on a traversé. Et parfois, deux histoires vont se reconnaître sans même avoir besoin de tout se dire. Donc, pour qu'il y ait pérédance, il faut qu'il y ait reconnaissance mutuelle, des résonances et troisième caractéristique qui me semble indispensable à la pérédance, c'est la capacité à mobiliser ses savoirs expérientiels. La notion de savoir expérientiel, elle est encore très peu mobilisée et répandue à l'hôpital psychiatrique. Et c'est pour ça d'ailleurs que au sein du pôle des usagers, on développe un projet autour de ces savoirs, un projet qui s'appelle la fabrique des savoirs expérientiels. C'est un vrai enjeu hein, aujourd'hui dans la psychiatrie que de pouvoir non seulement reconnaître ces savoirs, mais aussi de les faire dialoguer avec d'autres formes de savoir, les savoirs académiques et les savoirs professionnels.
Alors, la notion de savoir expérientiel, là encore, on n'est pas sur une définition qui est fixe dans la littérature. Et pour autant, qui dit père aidance dit usage d'un certain type de savoir autre que ceux appris dans les livres, à l'école ou à l'université. Ce sont des savoirs qui prennent racine dans l'expérience vécue, même si ils peuvent être enrichis par la suite par des apports extérieurs. Ce que signifient les savoirs expérientiels peut être mal compris quand on commence la pérédance professionnelle parce que ils peuvent être souvent confondus avec le vécu. Le vécu, ce n'est pas du savoir expérientiel. Ça peut nous mettre en difficulté quand on débute la pérédance parce que je trouve que on n'est pas suffisamment formé à reconnaître nos savoirs expérientiels. Je vous donne un exemple, c'est pas parce que j'ai déliré ou que j'ai eu des hallucinations dans la vie que je suis capable d'en faire quelque chose, de le transformer, d'avoir le recul et la maturité nécessaires pour le transposer à d'autres contextes que ma seule histoire individuelle. Et pour que ça soit aidant, évidemment, pour l'autre. Donc, les savoirs expérientiels dans la pérédance renvoient à un ensemble de savoir-faire, de savoir-dire ou de savoir-être qui sont dérivés des expériences vécues, mais qui ne sont pas réductibles à ces expériences. Donc, passer du vécu au savoir, ça repose sur un ensemble d'opérations qui viennent changer le statut épistémologique de l'expérience en savoir expérientiel. C'est-à-dire que l'enjeu derrière qu'on a, c'est de reconnaître le sujet comme capable de produire du savoir à égalité des autres formes de savoir. Là, je viens de vous citer une définition en fait qu'en donne un sociologue qui s'appelle Baptiste Gaudry. Et d'ailleurs, dans la perspective des soins orientés vers le rétablissement, je vous disais, cet enjeu de dialogue, il est primordial. Et c'est aussi intéressant quand on parle de savoir expérientiel, d'aller voir du côté d'un autre chercheur en sciences de l'éducation qui s'appelle Hervé Breton. Là, je vous donne quelques noms si vous êtes curieux du sujet et que vous souhaitez aller voir au-delà de ce webinaire. Donc Hervé Breton, il nous dit, les savoirs expérientiels, ils sont produits dans la durée dans la mesure où il demande du temps pour être réfléchi et thématisé. Donc ces savoirs expérientiels dans la pérédance passent par un processus de narration de son histoire. F. Gardien, qui est une autre sociologue qui étudie beaucoup les savoirs expérientiels en France, dit encore que l'expérience accumulée doit avoir été l'objet d'une réflexion et d'une analyse pour être transformée en savoir expérientiel. Ce que je veux dire par là, on voit qu'en fait, la pérédance, c'est pas si simple que ça, et qu'il y a des processus qui sont à l'œuvre, et que ça prend du temps, en fait, cette transformation du vécu en savoir expérientiel. Et enfin, en termes de contenu, en termes de caractéristiques de la pérédance, je vous en donne une dernière. Donc après la reconnaissance mutuelle, les résonances et les savoirs expérientiels, la pérédance va impliquer du dévoilement de soi. Le dévoilement de soi dans la pérédance, c'est pas raconter sa vie sans aucun filtre, c'est pas non plus tout dire de son histoire, c'est vraiment choisir de partager une partie de son expérience et avec une raison, c'est être utile à l'autre. Par exemple, face à une personne qui dit je n'y arriverai jamais, je peux être amenée à dire ben je me suis déjà dit ça moi aussi et pourtant je suis là, on est en train de parler et peut-être que je peux t'expliquer ce que j'ai mis en place. Peut-être que ça pourrait t'aider ou peut-être pas. En tout cas, on peut essayer de partager nos stratégies là-dessus. Ça serait face à quelqu'un, par exemple, qui a peur des traitements et qui dit j'ai eu beaucoup
j'ai beaucoup de résistance à prendre des traitements, je pourrais être amenée à lui dire, ben, moi aussi, dans mon parcours, j'ai eu beaucoup de réticence à l'égard des médicaments. J'ai mis du temps à trouver ce qui me convenait, plusieurs années. Donc voilà, là on est à la fois dans l'ordre du dévoilement de soi et des effets miroirs que peuvent induire la pérédance. Donc le dévoilement, c'est un outil dans la pérédance, un outil qui peut ouvrir des possibles là où on se sent très souvent seul dans un parcours de soins, dans un parcours avec un trouble psychique. Mais le dévoilement de soi, c'est aussi quelque chose qui se travaille parce qu'il faut trouver en fait la juste mesure, dire assez pour que ça aide l'autre, mais pas trop pour ne pas prendre toute la place et ne pas se fondre non plus dans l'histoire de l'autre. Et surtout, à retenir, c'est que le dévoilement de soi, il est jamais là pour soi uniquement, il est au service de la relation d'aide et de la personne en face. Donc, si je devais résumer tout ça, ben, l'ensemble de ces processus qui sont à l'œuvre dans la pérédance, tout ça, ça va permettre une écoute réciproque, une écoute particulière qui vont nous mettre dans la relation, dans ce que F. Gardien appelle une disposition cognitive particulière. Cette disposition cognitive, cette attention qu'on va mettre dans l'histoire de l'autre, elle permet de revisiter sa propre histoire autobiographique et de mettre un sens nouveau par rapport à ce qui a été vécu. Autrement dit, je vais pouvoir retrouver de l'espoir, de la capacité d'agir, une redéfinition de mon vécu, parce que je reconnais l'histoire de mon père ou de ma mère, et ça va m'aider à donner un sens nouveau à mon expérience de la maladie ou de l'adversité. Donc voilà, il y aurait d'autres choses à dire sur le contenu de la paire et danse, mais vous voyez que la paire et danse professionnelle, c'est pas simplement j'ai vécu ça, je suis gentil, donc je vais en faire un métier. Il y a quand même tout un tas de compétences à développer. Et je le dis d'autant plus aujourd'hui que j'ai vu quand même pas mal de pairs en difficulté lors des intégrations et qui disaient de même, ben, j'ai l'impression de ne pas avoir suffisamment pris de recul sur ma propre histoire pour exercer cette fonction au sein d'une structure. Ça, c'est dommage parce que on peut casser finalement des vocations et des très bons pères aidants, et puis on peut aussi refroidir des équipes, de renouveler l'expérience quand une intégration met une équipe et le père aidant en difficulté. Donc devenir père aidant, ça peut être un processus plus ou moins long, sans doute de toute une vie, hein, parce qu'on est dans de l'humain, on est dans du relationnel, et je pense qu'il faut toute une vie pour appréhender cette dimension humaine et le relationnel. Donc c'est une posture qui demande pas mal de réflexivité, une part d'intuition aussi dans la relation et évidemment un intérêt sincère pour l'histoire de l'autre, avoir envie d'aider son père, hein, c'est la base. Donc il y a énormément de facteurs qui rentrent en ligne de compte au moment d'une intégration dans une équipe et heureusement il y a aussi beaucoup de réussites et quand ça marche, c'est vraiment impressionnant tout ce que un père aidant peut amener à une équipe, que ce soit en termes de transformation des regards sur la maladie, d'apport de connaissances, de renforcement des liens et de l'alliance thérapeutique, d'humanisation des soins, etc., etc. Et j'aime bien citer un anthropologue de la santé qui travaille à Sainte-Anne, qui s'appelle Aurélien Troiseux, et qui dit en psychiatrie, l'accompagnement par un père ramène le sensible au cœur du travail. Voilà. Et j'espère qu'un jour, on pourra changer aussi cette formulation en disant, dans le monde de l'entreprise, l'accompagnement par un père ramène le sensible au cœur du travail. Euh, est-ce qu'il y a est-ce que, Monsieur Bardou, est-ce que je prends déjà des questions? Est-ce qu'il y a peut-être des réactions, des commentaires ou j'attends la fin de la présentation?
Bah, comme s'il y a des questions, comme on est en comité relativement restreint, bah, n'hésitez pas à prendre la parole. On vous laisse. Est-ce que quelqu'un souhaite avoir des précisions, témoigner ou moi, j'ai plein de questions. Moi. Bah oui, je m'en doute. Mais du coup, je voulais aussi m'assurer que j'étais assez claire Ah ouais, c'est pour pas. Enfin, tout le monde. moi, Si... j'avais une question, mais qui était un peu triviale, mais c'était par rapport parce que j'ai discuté. J'ai un ami qui est psychiatre et qui m'a témoigné justement de la mise en place de père aidant au sein de son établissement. Je voulais avoir un peu la posture du corps médical des psychiatres par rapport à ce que vous n'êtes pas un père aidant n'est pas un thérapeute, il n'est pas là pour faire. Donc, est-ce qu'il y a comment on pourrait dire, des freins du milieu médical par rapport à ça, ou au contraire, il y a une adhésion et c'est vraiment une aide pour le soin Ouais. au sens strict du terme? Alors, j'ai envie de vous répondre, il y a de tout. Il y a des... Alors, il y a... Mon ami psychiatre, il était, enfin, si je dis le terme réservé, mais il était pas forcément enjoué, D'accord, il n'était pas mais, convaincu. Il n'était pas mais convaincu de la pérédance. Ok. moi, j'en suis convaincu. Lui, il l'est pas, mais lui, il est psychiatre. Donc, après. Alors, je crois qu'il faut quand même prendre conscience, comment dire, d'un point de vue de la psychiatrie et des institutions, on est sur quelque chose, comme je le disais, qui est un changement de paradigme. Ça va pas de soi de se dire, waouh, on accompagne quand même des personnes qui peuvent devenir nos collègues parce qu'ils ont quelque chose à nous apporter. Donc forcément, comme dans toute transformation et comme dans tout changement, on va trouver des résistances et ça fait partie en fait de ce processus. Alors ça va dépendre de pas mal de facteurs. L'intégration, ça va déjà dépendre de la maturité en fait de l'équipe par rapport aux enjeux de rétablissement et de réhabilitation psychosociale. La réhabilitation psychosociale, ça fait pas plus d'une quinzaine, d'une vingtaine d'années qu'elle se développe en France, donc c'est encore très récent. Et vous avez beaucoup d'équipes qui sont pas sensibilisées ou pas suffisamment formées au principe du rétablissement et à la réhabilitation psychosociale. Donc il y a la préparation de l'équipe, et dépendamment de la préparation de l'équipe, il peut y avoir plus ou moins de réticence ou de frein au moment de l'intégration. Il y a parfois, c'est parfois lié à des décisions en fait qui sont prises. Alors ça, je l'ai vu hein, dans des hôpitaux quand c'est la direction qui prend la décision d'intégrer un père aidant de façon unilatérale parce qu'il y a des budgets en fait de l'ARS ou qu'ils ont répondu à un appel d'offres et que l'équipe n'est pas au courant. Forcément, c'est plus compliqué l'intégration. Alors, parmi les freins qu'on va retrouver, bah, ça va être des peurs qui sont légitimes. Ça va être les peurs des soignants, mais comment on va faire si le père aidant décompense dans l'équipe? Comment on doit se positionner vis-à-vis de lui? Mais finalement, c'est un patient ou ça va être quelqu'un de l'équipe? Mais si on intègre un père aidant, on va plus pouvoir faire de l'humour dans les couloirs. On va plus pouvoir parler des patients de la même façon parce que nous, des fois, on a un vocabulaire euh, qui pourrait se discuter hein, sur les patients. Mais c'est justement pour ça qu'on souhaite aussi intégrer des pairs aidants. C'est pour aussi le changement de regard des soignants sur les personnes concernées. Le milieu du soin, la psychiatrie n'est pas, comment dire, n'est pas sans stigmatisation, hein. On a pas mal d'études là-dessus, à tel point qu'on crée des programmes de déstigmatisation à l'égard des soignants en psychiatrie. Donc, il y a des enjeux de changement de regard sur la façon et de pratique, sur la façon dont on accompagne les personnes pour avoir plus d'horizontalité, plus d'humanité, etc. Et c'est une fonction très complémentaire, en fait, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, de par tous ces processus. Donc oui, il y a des freins, il y a des réticences et je pense que c'est normal, faut les accueillir et puis
faut s'appuyer aussi sur les bonnes expériences et voir qu'est-ce qui fonctionne. Voilà, je suis allée un peu plus loin, peut-être, Monsieur Bardous. J'adore parler de père et danse, comme vous l'avez remarqué. Oui, oui, oui. Je sais pas si j'ai entièrement répondu à votre question, mais. Non, non, mais enfin, il y a aussi le fait que, enfin, en France, tout du moins, on est dans un dispositif, enfin, la paire aidance est très récente, enfin, si, en le disant comme ça, apparemment, dans le modèle anglo-saxon, il y avait peut-être une culture un peu plus développée où, et là, enfin, le fait qu'il y ait des formations universitaires, bon, ça demande du temps, faut que ça infuse aussi dans le corps médical, faut que, voilà, mais moi, j'avais une deuxième question. Alors, s'il y a des questions, enfin, vous pouvez prendre la parole, hein, n'hésitez pas. Pour l'instant, c'est très clair et c'est très intéressant. Donc, moi, j'avais une deuxième question, mais vous y avez déjà un petit peu, vous avez déjà parlé, mais parce que là, on parle de la psychiatrie, mais la pérédance sur un handicap moteur, sur un handicap Mhm. sensorielle, est-ce qu'elle est la même? Euh, je pense que, alors, euh, tous les vécus sont évidemment sont différents. J'ai l'impression que cette question, elle recoupe aussi une question qui nous est souvent posée, c'est est-ce qu'on doit accompagner les personnes avec le même trouble psychique, par exemple? Donc, je pense que ça recoupe aussi cette question-là. Moi, je pense que les processus à l'œuvre dans ce relationnel ont quelque chose de très commun. Mais après, évidemment que si on crée un groupe sur des personnes qui sont en situation de handicap moteur, les expériences de vie et les savoirs expérientiels qu'on va entendre vont être différents. Mais je pense qu'il y a des processus communs qui sont quand même à l'œuvre dans tout type de pérédance qui peut être transposé effectivement dans plein de contextes. Et puis, il y a ces enjeux aussi, comme je disais, de rendre visible l'invisible quelque part, de redonner du poids, une valeur au récit, au discours des personnes qui ont ces particularités, ces histoires de vie qui sont encore beaucoup trop associées, peut-être beaucoup trop invisibilisées par rapport à tout ce que ces récits peuvent nous apporter. Mais en d'autres termes, donc, il y a un dispositif dans les centres de rééducation fonctionnelle qui s'appelle COMET. COMET, c'est donc, par exemple, au centre de rééducation fonctionnelle de Granville. Donc, c'est la mise en place du retour précoce des personnes qui ont eu, la plupart d'entre elles, un handicap moteur. Mais est-ce qu'on pourrait envisager de la pérédance aussi dans des centres de rééducation fonctionnelle comme à Kerpap Bien sûr. ou là où bon, j'ai été amputé d'une jambe, enfin je suis Bien sûr. un peu pragmatique, mais j'ai été amputé d'une jambe. Est-ce que mon expérience d'amputation d'une jambe peut servir à quelqu'un qui va pas être forcément amputé d'une jambe, mais amputé d'un membre ou est-ce qu'on va retrouver la même méthodologie ou la même approche de la pérédance? Enfin, c'est un peu ça ma question. Bien sûr, en tout cas, moi je pense profondément que c'est transposable et qu'effectivement il peut y avoir de la pérédance. Pour l'exemple que vous l'avez donné, Ève Gardien, elle parle de savoir expérientiel rare. Finalement, c'est ça aussi qui fait commun quand on parle de pérédance. Il faut que l'expérience soit suffisamment rare pour qu'il y ait ces effets de résonance et cette reconnaissance en fait mutuelle. Pour moi, évidemment que on pourrait tout à fait l'envisager, le transposer, euh, voire aider aussi les équipes à créer ces espaces, à créer ces groupes-là. Et je pense que ça serait tout à fait bénéfique. Une personne qui a été amputée et qui, ça fait 10 ou 15 ans et qu'elle en a l'expérience, elle a plein de choses à apporter d'un point de vue des stratégies qu'elle a mis en œuvre, ne serait-ce que dans la quotidienneté, ne serait-ce que dans la transformation de ses habitudes. Mais ça, il faut l'avoir vécu pour pouvoir en fait le transposer.
On ne sait pas quand on n'est pas amputé, qu'est-ce que ça fait de traverser la rue sur un passage piéton. On ne sait pas ce que ça fait de peut-être de devoir à mettre une prothèse. Peut-être que ça nous change complètement les habitudes. Qu'est-ce que ça change sur l'image de soi? Toutes ces questions qui viennent nous bouleverser forcément au démarrage et que des personnes plus expérimentées dans leur parcours ont dû se poser et peuvent amener quelque chose de très précieux. Très bien, merci beaucoup. Apparemment, il n'y a pas de questions. J'ai une troisième question, une Et- interrogation. C'était, on a beaucoup parlé de la posture du père aidant, mais l'attitude, entre parenthèses, du père aidé, euh, parce que lui aussi, il doit avoir, ben, s'approprier la démarche. Enfin, il a un temps de réflexion, j'imagine, où on va lui dire, vous allez être aidé par quelqu'un. Quelle est sa stratégie d'acceptation? Enfin, je ne sais pas comment dire, mais est-ce que tous les pères aidés sont volontaires? Alors non, non, bien sûr que non. C'est-à-dire, alors déjà, dans l'accueil, il faut bien expliquer c'est quoi la pérédance, parce qu'on se retrouve face à la difficulté que c'est pas connu. Donc ça peut être aussi pour le père aidé. Parfois, moi, j'ai des personnes qui viennent me voir et qui ne savent pas ce qu'est la pérédance. C'est juste qu'on les a orientés vers moi et quand je leur demande, on vous a parlé de mon métier, de ce que je fais. Ah non, on m'a juste dit de venir vous voir. Donc il y a tout ce travail en amont de pédagogie, effectivement, pour expliquer la fonction, ce qui est plus compliqué que lorsqu'on rencontre un psychologue, un infirmier, parce qu'on a une vision de ce que peuvent être leurs missions. Et puis surtout, ça correspond pas à tout le monde dans un premier temps. Euh, il y en a pour qui tout de suite, spontanément, c'est vraiment l'accompagnement qu'il leur faut ils sont appelés par la pérédance. Et puis il y en a d'autres qui disent, mais pourquoi vous voulez que j'aille voir une personne qui est malade alors que moi j'essaye de me sortir à tout prix en fait de ce système. Donc ça peut être un frein aussi que j'ai pu rencontrer. Et puis, il y a cette notion de temporalité dans le rétablissement. Une personne peut ne pas être prête à un moment donné ou ne pas le vouloir à un moment donné, mais le désirer dans un an, dans 2 ans. En fait, moi, je suis pas contre quand on me présente comme un outil, entre guillemets, un outil à disposition en fait des gens. Et comme tous les outils qu'on propose aux personnes, bon, le mot d'outil, il est discutable, mais bon, vous comprenez l'idée. Comme tout ce qu'on propose aux personnes qu'on accompagne, c'est à elles de s'en saisir au moment où elles le souhaitent. Donc, on ne peut pas imposer la pérédance. Et comme je le disais en introduction, ça exige une réciprocité. Donc, je ne peux pas me déclarer père. Ça existe cette reconnaissance mutuelle. S'il n'y a pas la reconnaissance mutuelle, la relation d'entraide, elle est difficile. Ou elle ne se fait pas. Et quand dans mon travail, la relation d'entraide, elle se fait pas, bah là, il y a un point d'interrogation. Je ressemble davantage à une accompagnante un peu, euh, un peu comme mes autres collègues, quoi. Du soutien émotionnel, du soutien autour d'un projet, etc. Très bien, merci. Je me suis permis de passer à la diapositive suivante, même si vous n'aimez pas les PowerPoint. Donc, Alors oui, pour vous parler, du coup, je reprends ma présentation. Vous parlez un peu des objectifs de la paire et danse, bon, assez rapidement parce que vous le pressentez en fait. Alors les objectifs de la paire et danse, ça dépend aussi à quelle échelle on se situe. Est-ce qu'on en parle à l'échelle relationnelle entre deux individus ou bien à l'échelle institutionnelle ou à une échelle plus politique et sociétale? Euh, Si on commence à l'échelle la plus concrète, celle de la relation, un des premiers objectifs de la pérédance, c'est de rompre l'isolement. Rompre l'isolement, faire en sorte que la personne se sente moins à part, parce que parfois les personnes, du fait de leur maladie, se sentent très en décalage avec le reste du monde. Et se sentir moins seul, moins à part, c'est déjà une première petite étape vers la resocialisation, étant entendu aussi que le lien social, dans un parcours de rétablissement d'un trouble psychique, c'est pas un luxe, c'est un véritable soin. En tout cas, on le considère comme ça. Le lien social
est très important dans un parcours de rétablissement. Un deuxième objectif qu'on peut citer de la pérédance, c'est redonner de l'espoir. Et pas un espoir abstrait, du coup, un espoir qui est incarné. Le fait de voir quelqu'un qui a traversé des épreuves similaires et qui aujourd'hui arrive à avancer malgré tout, à travailler, à créer du lien, ça ouvre des possibles pour l'autre. Un des autres objectifs, c'est de restaurer le pouvoir d'agir. Le pouvoir d'agir, la pérédance, ce n'est pas faire à la place d'eux. La pérédance, ça va accompagner pour que les personnes puissent faire leur propre choix. Alors, il n'y a pas que le père aidant qui fait ça, hein, c'est toute une équipe qui doit tendre aussi vers cet objectif. Mais comme je vous disais, il y a cette dimension complémentaire dans ce que le père aidant peut apporter en termes d'incarnation, en fait, de tous ces concepts-là. Euh, et puis, à une échelle plus subtile, c'est permettre à la personne de revisiter son histoire, de lui redonner du sens. Si on se place à un niveau institutionnel dans les objectifs, très clairement, la pérédance a pour objectif de transformer les pratiques professionnelles. La présence de père aidant dans une équipe, ça introduit d'autres façons de voir, d'autres façons de parler avec les personnes. Il y a beaucoup d'enjeux de langage aussi qui se jouent dans l'introduction de la pérédance. Le langage, c'est le pouvoir, et on réfléchit aussi à tout ça, à comment la façon de parler des gens peut impacter les comportements aussi des soignants. Donc, il y a une intention aussi particulière dans les unités plus grandes sur les questions de consentement, du respect, du rythme de chacun. Ça permet de renforcer aussi l'alliance entre les personnes concernées et les équipes et de rééquilibrer certains rapports de pouvoir. Et enfin, à une échelle plus large, plus sociétale, les objectifs, c'est contribuer à la lutte contre la stigmatisation, faire évoluer les représentations autour de la santé mentale, du handicap, de la vulnérabilité et donc aussi à redonner une place dans l'espace public à des personnes qui étaient souvent exclues, en reconnaissant la capacité à produire du savoir, à contribuer à la société et à agir. Euh, donc voilà, donc c'est ce projet encore plus large, c'est celui de faire évoluer notre manière aussi de faire société avec les vulnérabilités humaines, non plus comme des faiblesses à cacher, mais comme des dimensions à partir desquelles on peut aussi créer du lien, du sens et du collectif. Alors, ce qui est nouveau dans l'histoire de la paire aidance, c'est vraiment cette question de la professionnalisation des pères aidants et dans différents champs. Donc, quand on dit nouveau, effectivement, la date repère que vous pouvez avoir, c'est la création du programme médiateur de santé père en 2012. Euh, donc, qui a amené d'abord c'était un DU et puis cette licence médiateur de santé père. Mais il y a d'autres façons de se professionnaliser dans la pérédance. Il n'y a pas que ce diplôme-là. Au début de l'expérimentation, en 2012, ça n'a pas été un succès partout. Loin de là, c'était nouveau, on ne connaissait pas, il y avait des peurs. Avant 2012, il y avait eu une ou deux expérimentations ou recrutements, mais on était vraiment dans l'ordre de l'exceptionnel. Mais vous voyez, qui dit professionnalisation dit aussi reconnaissance de compétences, établir des missions, penser un référentiel métier et puis intégrer ces métiers dans les équipes. On estime aujourd'hui qu'il y a entre 300 et 500 pairs aidants en activité professionnelle en France. On a du mal à avoir un chiffre vraiment très précis. Mais vous pouvez vous dire que au niveau de la licence médiateur de santé pair, on a environ chaque année 30-35 médiateurs de santé pair qui sont formés. Et ça devrait être le double, je pense, normalement maintenant, parce qu'il y a une deuxième licence qui est ouverte à Bordeaux. Voilà, il y a deux villes qui proposent cette licence, Paris et Bordeaux. Et après, vous avez d'autres types de diplômes, des diplômes universitaires un peu partout en France, dont celui du Vinatier à Lyon qui est un des plus connus, en tout cas dans le champ de la pérédance. Donc il y a des enjeux de reconnaissance de ce métier, qui est une profession non réglementée à ce jour. Euh,
Et aujourd'hui, quand on parle de reconnaissance du métier de médiateur de santé père, de père aidant, on est dans un moment particulier parce que c'est un métier qui existe déjà pleinement dans les faits, mais qui n'est pas encore totalement stabilisé institutionnellement. Donc, il y a une revendication forte de reconnaissance officielle. Pour vous laisser la place aux questions et aussi donner la parole à Jean-Christophe qui doit vous présenter le Clubhouse, je vous propose juste de faire un petit topo sur les missions d'un père aidant. Je saute la partie, j'avais une partie pour un peu distinguer les termes père aidant, travailleur père, médiateur de santé père, etc. Mais peut-être qu'on pourra en revenir dans les questions. Juste pour vous parler des missions. Euh, alors, les missions du père aidant, bah, elles peuvent être très vastes et elles vont varier en fonction des structures dans lesquelles il travaille, en fonction des compétences, en fonction d'un projet de service, de ce qu'il a aussi envie d'apporter et de faire. Moi, je peux vous parler des missions en fait que je fais à l'hôpital psychiatrique. Alors, ça reste dans le sanitaire, hein, toujours cette question de comment on pourrait transposer ça. Euh, alors, moi, je me suis aussi servi de compétences que j'avais auparavant pour mon intégration à l'hôpital, mais qui me servent aussi à construire ma place et mon identité de médiatrice de santé père. Ça me permet de vous dire que parfois, quand on devient médiateur de santé père, c'est pas forcément un virage à 360 degrés où on va oublier notre vie passée. Il y a aussi des médiateurs de santé père qui arrivent à, à utiliser des compétences passées, à créer véritablement un métier à partir de l'ensemble de ce qu'ils sont et je crois que le plus important aussi pour ceux qui veulent se professionnaliser en tant que père aidant, c'est vraiment de se poser la question, quel père aidant en fait je souhaite être et de quelle manière et sur la base de quel vécu. Donc il n'y a vraiment pas de profil type hein, de père aidant en France. Donc moi, pour vous donner quelques exemples de mes missions et des missions possibles d'autres pères aidants. Aujourd'hui, j'ai trois champs d'activité. Il y a des missions cliniques, alors c'est-à-dire du soutien, hein, du soutien au père, qui peut prendre une forme individuelle, qui va être basée sur le partage de savoir expérientiel, le partage de stratégies. Donc du soutien individuel, ça peut être la co-animation d'interventions collectives. Ça peut être l'aide à la mise en sens de l'expérience vécue. C'est tout ce qui est aussi soutien hein, au rétablissement des personnes à partir de leur projet de vie. Pas uniquement de leur projet de soins, mais aujourd'hui on parle de projet de vie pour prendre l'ensemble en fait de l'individu et de ses différentes sphères. Surtout partir aussi de ses ressources, de ses qualités, de ses capacités. On a un gros travail hein, à faire là-dessus aussi à l'hôpital. Hein. Quand vous lisez les transmissions, par exemple, à l'hôpital, tout est basé sur les médicaments, le médical, quoi, en fait. On voit peu, on n'a pas cette lecture de tout ce que la personne est, en fait, dans son ensemble. C'est aussi ça l'enjeu de l'intégration des pères aidants et des pratiques de soins orientés rétablissement, c'est faire un pas de côté de pas être médico-centré pour intégrer d'autres dimensions de l'être humain. Donc voilà, donc mon premier champ d'activité à l'hôpital, c'est ça, c'est le concret, c'est le soutien, c'est la relation père-aidance. Ensuite, moi, j'ai des missions plus régionales parce que je suis aussi rattachée à une unité qui développe les pratiques orientées réhabilitation psychosociale. Donc, je travaille aussi avec Normandie Réhab. Et là, c'est plus des missions de formation et de sensibilisation, de contribution aussi à une dynamique territoriale autour du rétablissement par des événements, par exemple. Donc ça aussi, les pères aidants peuvent être amenés à faire de la formation, à venir sensibiliser des équipes, parfois le monde du travail. Ça m'arrive d'intervenir auprès des RH, par exemple, des étudiants RH avec Normandie Réhab. Et puis aujourd'hui, des missions un peu plus institutionnelles, donc avec la création du pôle des usagers. Donc là, c'est participer
à l'élaboration, au déploiement. Voilà, participer au directoire de l'hôpital, représenter le pôle des usagers, le structurer et puis coordonner un collectif de pairs aidants au niveau de l'hôpital. Donc vous voyez, c'est un champ en fait assez large de missions. Il n'y a pas de journée type dans une institution. Ça dépend aussi de la place qu'on souhaite prendre, qu'on nous laisse aussi, qu'on veut bien nous donner. Donc certains pères aidants aiment être exclusivement dans de l'accompagnement de pères, mais d'autres vont vouloir se tourner aussi vers d'autres possibilités de la formation ou participer plus activement au niveau institutionnel. Donc c'est un métier bien sûr qui se construit en collaboration avec les équipes, avec les soignants, avec tous les acteurs. Et je mesure en fait tout le chemin qui reste à parcourir hein, pour intégrer ces professionnels, leur laisser une place à part entière. Mais il y a de plus en plus de professionnels qui commencent aussi à y croire et à s'y ouvrir. Et donc, si en plus on peut faire tout ça avec de l'enthousiasme, bah, c'est encore mieux hein, pour toute la transformation que ça représente. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vais peut-être m'arrêter là. Comme ça, on peut donner la parole à Jean-Christophe et puis prendre un temps d'échange. Ça sera avec plaisir. Bah, si vous avez, enfin, je réédite ma proposition, si vous avez des questions, mais je crois que ça a été particulièrement intéressant, passionnant, et bon, Eva, vous me permettrez quand j'enverrai la présentation version PDF, de mettre vos coordonnées si des employeurs souhaitent, enfin, c'est à votre bon vouloir, mais ça peut être intéressant s'il y a d'autres structures qui souhaitent avoir des informations complémentaires. Parce que comme je suis un peu tenu par le temps, on va laisser la parole. En tout cas, merci beaucoup, Eva, parce que c'était très intéressant et ça, même si à l'instant T, on n'a pas des questions, ça va en susciter, je pense, beaucoup. Donc, on vous propose de parler maintenant du Clubhouse et de la pérédance au Clubhouse. Donc, Karen, on souhaitait qu'il y ait également l'intervention de cette structure qui a vu le jour à Rouen tout récemment, hein, je crois, hein. Donc, je- Jean-Christophe, je pense que vous êtes présent, donc je Oui, vous laisse. oui, bonjour. Bonjour à Bonjour. tous. Voilà, je suis Jean-Christophe Bouchez. J'ai été recommandé par mon père qui est président, enfin qui est ancien retraité et qui travaille à l'UNAFAM. Et on a mis au point le Clubhouse en 2023 devant l'ARS avec un financement de l'ARS, l'UNAFAM, la collectivité territoriale. Et on a présenté le projet en faisant une analyse de tout ce qui s'est fait au Clubhouse de Paris, en prenant exemple sur les Clubhouse de New York, etc. Donc ça, je vais passer assez vite là-dessus. Mais voilà, moi, ça fait depuis 4 ans que je suis intégré au Clubhouse, je suis très investi, je veux être père aidant. Donc, je vais vous expliquer ce qu'est la pérédance, comment dire, au sein d'un Clubhouse. Mais je veux pas être père aidant dans un hôpital. Je veux plutôt être père aidant avec un CIP, un conseiller d'insertion professionnelle. Et là, il y a une personne qui est à côté de moi qui s'appelle Angèle et qui fait son service civique et qui nous accompagne et qui nous aide en les chargés de communication. Donc, on a beaucoup de talent au Clubhouse. Alors moi, je suis un peu timide, donc je vais avoir besoin de lire un petit peu mes diapositives et puis j'ai un support là si jamais je me trompe. Donc, n'en faites pas rigueur. Alors voilà, je lis. Alors, qu'est-ce qu'un clubhouse? C'est un lieu non médicalisé où les personnes avec un trouble psychique peuvent s'investir pour leur rétablissement. C'est une passerelle entre les soins et la vie active avec pour objectif la réinsertion sociale. Alors, il faut savoir qu'il y a des personnes qui veulent venir au clubhouse pour rompre l'isolement, simplement. C'est une communauté d'entraide. C'est une communauté, c'est un lieu de vie, c'est un lieu où on développe des activités. Mais c'est un lieu où on peut accéder à l'emploi parce que c'est un vecteur de, comment dire, le réseau socio-professionnel est suffisamment engageant pour qu'on puisse développer des partenaires avec les employeurs. Donc, c'est la réinsertion professionnelle. Moi, c'est mon cas. Il faut absolument que je trouve un travail. J'étais ingénieur commercial il y a quelques opportunités. Hein, donc,
On reçoit Cap Emploi, on reçoit la GFIP, on reçoit pas mal de monde, quoi. Et c'est la lutte contre la stigmatisation. Alors, on parle de la semaine de l'emploi pour les personnes handicapées qui a lieu tous les mois de novembre et qui est une cause nationale. Donc, ça s'est passé à l'Atrium à Rouen sous la direction moi, j'ai travaillé avec Madame Andrea Stutze, je ne sais pas si vous connaissez, qui travaille à l'ADAPT. Et donc, on a travaillé sur la mise en place avec les différents stands. Et on a eu la présence et l'honneur de recevoir Claire Leroy-Atala, qui est l'une des membres fondatrices du Clubhouse parisien, je crois. Donc, elle a témoigné. Donc, j'ai son livre et il va falloir que je le lise là, parce que c'est très intéressant. Ça fait partie de la psychiatrie, de la psychoanalyse, le comportement social qu'on peut avoir. Et le père aidant, lui, il doit connaître tout ça sur le bout des doigts. Le Clubhouse est un modèle nord-américain présent dans 32 pays. Alors, il est basé sur 37 standards. Il a été fondé à New York en 1948. Il est basé sur... il y a 330 clubhouse dans le monde et il y a à peu près 100 000 membres. Ça représente une couverture internationale très importante. C'est basé sur l'autodétermination. Qu'est-ce qu'on appelle l'autodétermination ? C'est savoir faire ses propres choix. Donc, c'est vraiment les personnes se prennent en main et l'équipe salariée est là pour nous aider à faire nos propres choix. C'est des projets qu'on met en place et qu'on développe au fur et à mesure de l'état d'avancement de la remédiation au sein du Clubhouse à travers les activités. Le faire ensemble, ça c'est l'équipe professionnelle et les membres du Clubhouse se répartissent les tâches au quotidien ensemble, sans distinction aucune. Donc, on est tous sur le même pied d'égalité. Un accompagnement collectif et individuel, ça, c'est l'équipe salariée accompagne les membres du Clubhouse sur les activités collectives et tout ce qui est entretien individuel également. On est reçu pour notre projet personnalisé. Donc ça fait partie des échanges formels qu'on fait. C'est vraiment une structure. On gagne en disciplinarité au sein d'un Clubhouse parce que c'est pas figé dans le marbre, mais c'est vraiment très structuré. On travaille sur les audits actuellement et on travaille sur beaucoup de projets en parallèle. Et la pérédance que je vais développer maintenant. Ça va être assez rapide. Comment s'articule la pérédance dans un Clubhouse ? La pérédance est un élément central axé sur l'entraide entre membres. Alors là, je fais une petite parenthèse on n'est pas dans un hôpital, donc c'est pas une entraide verticale comme une relation entre professionnels et usagers. Ça va être une entraide plutôt horizontale, basée sur le partage d'expériences. Donc l'entraide, elle est non seulement réciproque. Le père aidant, il va devoir aider réciproquement la personne aidée. Et elle est quotidienne. Elle est basée sur l'expérience vécue. Et elle est basée sur le savoir, le pouvoir d'agir, l'empowerment, comme on l'a exprimé tout à l'heure. Le partage d'expérience, ça, c'est vraiment le père aidant met son vécu au service des autres. C'est un moyen pour, c'est tout ce qui va être les rechutes. Par exemple, quand une personne va mal, au sein du Clubhouse, on est vraiment à ses côtés. Les périodes un peu plus fulgurantes, les périodes où ça va un peu mieux, quoi. Donc, c'est tout ce qui va être
amélioration de la vie au quotidien, donc on va l'orienter plutôt vers d'autres activités, etc. Ça, c'est le partage d'expérience, mais avec une intention, c'est que la personne puisse s'identifier au discours du père aidant. Donc, c'est une lueur d'espoir qu'on apporte. Il faut toujours montrer que c'est positif, qu'il y a toujours une possibilité d'agir et de s'en sortir. Une possibilité de rétablissement, oui. Même si on n'est pas des cliniciens, hein, ça peut se faire à travers d'autres activités, évidemment. Le soutien au quotidien, ça va être plutôt tout ce qui va être les petites choses qu'on fait autour de soi, tous ensemble, pendant la cuisine, pendant le café, donc l'amélioration de nos connaissances, le partage d'expériences, etc. Et on a un atelier, c'est pas un atelier, mais c'est une activité qui s'appelle la pêche aux nouvelles. Et là, on appelle les personnes en direct. Et on est à peu près quand même une soixantaine au Clubhouse, là. Il y a des personnes qui ont retrouvé un travail et des personnes qui ont été hospitalisées. Et on essaye de prendre soin en les sensibilisant aux activités qu'on est amené à développer. Et donc là, on a des sorties au théâtre, on a des choses comme ça, quoi. Donc ça, on va visiter le Clubhouse de Paris lundi prochain. Je vais vous en parler un peu plus plus tard des activités qu'on développe au sein du Clubhouse. Le rôle concret des pairs, c'est accueillir des nouveaux membres. Là, nous avons mis en place une feuille de route. C'est très, comment dire, c'est très cadré. La feuille de route, ça sert à prendre les souhaits, les impressions des personnes, comment dire, et ça, c'est le rôle c'est le rôle du père aidant, de faire le tour du lieu et de lui présenter toutes nos, comment dire, la salle de repos, l'espace cuisine. On a tout le mur avec le psychodon, comment dire, les citations célèbres sur la pérédance et la remédiation psychologique et les choses comme ça, quoi, et toutes nos activités. On encourage la participation grâce à la réunion de cogestion. La réunion de cogestion, ça va être tout ce qui va être se remettre en perspective à travers des activités et des événements, mais c'est géré par pas forcément par tous les membres, mais c'est plutôt les CIP et notre réseau interprofessionnel qu'on met en perspective avec les membres pour pouvoir développer ensemble l'état d'avancement de notre relationnel pour pouvoir faire connaître le Clubhouse au sein des CMP, au sein des professionnels du travail, au sein des associations, etc., quoi. Donc, et on a également des événements, des activités culturelles, et je vous présenterai un point fort d'une activité qui permet aux pères aidants de mieux reconnaître les facteurs émotionnels, les choses comme ça, quoi. Transmettre des stratégies de vie, ça va être plutôt tout ce qui va être discussion informelle, groupe de parole, atelier yoga, atelier qu'est-ce qu'on a? On a atelier bureautique, on a on avait atelier maraîchage également, donc ça nous fait prendre de l'air un petit peu. On plante là, on a des graines là. On a alors atelier yoga, atelier bureautique, et puis tout ce qui va être création d'outils de sensibilisation
qu'on a développé pour pouvoir travailler sur les futurs projets à présenter lors des journées de la psychiatrie ou de la schizophrénie ou des choses comme ça, quoi. Et on a des ateliers d'écriture aussi, j'ai oublié de noter. Créer un climat de confiance. Donc ça va être tout ce qui va être autodétermination, tout ce qui va être écoute, non-jugement, et on véhicule des valeurs que sont la bienveillance notamment. Et donc là, je vais parler plutôt de l'empowerment, comme on l'a déjà dit, mais aussi du dévoilement. Et ça, c'est plutôt pour les proches aidants qui ont une personne qui était euh, la difficulté des proches qui ont une surcharge émotionnelle avec des personnes ayant une maladie psychique à leur côté. Donc, on va développer tout ce qui va être outils, outils de sensibilisation, mais on va passer plutôt de la honte à l'admiration. C'est un bien grand mot, mais en fait, maintenant, la reconnaissance du handicap, on est en train de changer un peu de paradigme. On va développer, ça c'est le rôle du père aidant aussi, d'accoucher en fait avec les problèmes qu'on peut avoir sur le les maladies neurologiques, le problème de concentration, les troubles addictionnels, etc. Quoi. Ça, ça peut faire beaucoup de mal dans les familles et on est beaucoup à travailler là-dessus. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que chacun peut être aidant et aidé. Et là, je vais vous parler plus particulièrement, on peut passer à la diapo suivante, de la journée de travail organisée. Nous avons ce que j'appelle le travail jour, parce qu'on travaille au Clubhouse comme si on travaillait dans une petite entreprise. Le but, c'est de passer, de développer ses compétences. Hein, donc, moi, je me suis amélioré en informatique à travers les ateliers. Je voudrais développer, je me suis amélioré en cuisine aussi, mais je veux pas travailler forcément dans le domaine d'un hôtel ou d'un truc comme. Par contre, il y a des personnes qui peuvent être employables, comme au McDo, par exemple, ou des choses comme ça, quoi. Hein. Donc là, servant à la gestion des lieux, oui. Alors, activité de fonctionnement, on a l'accueil, une base de données qu'on partage avec les différents clubhouse. On s'est servi comme modèle du clubhouse de Lille. Ça fait depuis 2 ans qu'on est allé les voir. Et on travaille en partenariat avec le Clubhouse de Bordeaux, de Nantes, etc., sur la gestion et l'administration. Et tout ça, donc, et on est également, on travaille on travaille l'administratif d'une manière générale, quoi. La gestion, c'est-à-dire quand on fait les courses. La comptabilité, on note tout dans des classeurs et puis voilà quoi. Après, on doit tout justifier quoi. Hein. Donc, ça nous permet de maîtriser les chiffres pour les personnes qui ont des difficultés, etc. L'activité liée à l'emploi. Là, ça va être tout ce qui est le CIP accompagne à l'emploi à travers des ateliers, la connaissance des ressources humaines, des postes à pourvoir, accompagnement aux formes de l'emploi, tout ce qui va être savoir-faire, savoir agir, etc. Et tout ce qui va être le père aidant, lui, il peut aider quand il a une expérience professionnelle suffisante. Moi, j'ai à peu près 20 ans d'expérience dans plusieurs domaines. J'ai fait des petits boulots, donc j'apporte mon savoir. J'ai connu un licenciement, donc ça fait partie de un licenciement pour cause économique. Donc, c'est des choses qu'on partage au jour le jour au sein du Clubhouse.
activité liée à l'emploi et après activité de père aidance et soutien. Donc ça va être tout ce qui va être discussion informelle, groupe de parole et on avait également l'accueil, l'intégration des nouveaux membres. Ça, c'est vraiment ce que fait le père aidant au quotidien, quoi. Dans les activités sociales et créatives, on va avoir les ateliers de lecture, les sorties culturelles, les sorties artistiques. On développe des ateliers couture, par exemple, comme à l'ESAT hors foyer. Il y a des personnes qui travaillent à l'ESAT hors foyer aussi. Donc, on développe des aptitudes plus, gestuelles, fonctionnelles, etc. Ça fait partie de la remédiation, ça, et ça nous prépare plutôt au CMP, c'est-à-dire tout ce qui est les tests qu'on nous fait passer en neurologie quand on a des problèmes de santé psychique et des choses comme ça, quoi, quand on passe à l'hôpital. Donc ça, c'est très important. Et l'activité sociale et développement personnel, ça va être tout ce qui est euh, développement de la compréhension de soi-même. Ouais, de soi-même, la compréhension de soi-même, et puis tout ce qui est talent, les talents cachés qu'on peut avoir, des choses comme ça. Donc, on a fait un atelier photo, et c'est pour ça que je voulais exprimer ça, parce qu'il y a des personnes qui ont des maladies un peu étonnantes, et c'est mon cas. C'est-à-dire que je n'arrive pas à reconnaître toutes les émotions des personnes. J'ai un tempérament neutre, et quand une personne est entre la tristesse et la colère, la joie, l'ambiguïté, j'ai tendance à surinterpréter les visages, et c'est assez compliqué j'ai été diagnostiqué ce manque de compréhension parce que dû à une surinterprétation. Je ne sais pas d'où ça vient. Donc l'atelier photographie, ça me permet de mieux maîtriser le langage corporel, et ça m'aide ça m'aide au jour le jour, quoi, tout simplement, quoi. Donc, les activités d'un clubhouse tournent autour de travailler ensemble, s'entraider et retrouver une vie sociale et professionnelle, comme on l'a vu. Et ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont des activités utiles et concrètes. Les membres sont acteurs, pas patients. On n'est pas dans un hôpital, même si on a un CIP qui a été urgentiste. Même si moi j'ai passé médecine à 17 ans que j'ai pas eu à l'hôpital du Vinatier, que vous connaissez, je me suis fait piéger sur un QCM, et la pérédance est partout présente, pas seulement en groupe. Donc voilà pour la présentation. J'espère, si vous avez des questions, on est deux là, on va pouvoir y répondre. Je ne sais pas, il y avait une question notamment sur les implantations régionales. Donc en Normandie, il n'existe qu'un clubhouse de mémoire. Oui, oui. Donc en France, c'est combien de clubhouse, vous savez En France, il y a 8 clubhouses, je crois. Il y a Rennes, Bordeaux, Ajaccio, Paris. Paris, il y en a 2. Et il y en a un à Lyon aussi, ouais. Donc là, ça fait déjà. Je crois qu'il y en a 9. Il semblerait qu'il y en ait 9. Il semblerait qu'il y en ait 9. Mais on travaille de concert avec eux, c'est-à-dire qu'on a des réunions comme ça en média team, et on travaille sur l'amélioration du processus, et on prend exemple sur eux. Par exemple, Paris, il y a deux personnes, mais ils ont beaucoup plus de réseaux relationnels avec l'hôpital, etc., quoi. Donc, Rouen, moi j'aime bien Rouen, mais à la base je suis parisien. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Monsieur Cognon. Non. Monsieur Cognon, ça fait partie du réseau. Il est père aidant. Il a écrit un livre. Il a fait une bouffée délirante.
et il a été interné aux hôpitaux de Paris. C'est un médiateur santé-père et il fait partie du réseau de mon père. Et ça fait partie de ce qu'on fait au sein, quand on est père aidant, on se met en relationnel avec notre réseau personnel sur le hospitalier, les CMP, etc., quoi. Il y en a 13, il y a 13 clubhouse en France. Vous avez un site internet qui est assez bien fait avec des chiffres, c'est très parlant. Le nombre de personnes accompagnées, tout ce qui va être comment dire, l'intégration dans l'emploi, les personnes rétablies, moins d'hospitalisation, etc. Ça, il y a des chiffres clés à admettre. Donc, Oui, effectivement, sur le site national, on a toutes les sur le site informations. national, il y a toutes les informations, oui. Très bien. Et donc la relation avec le CIP qui est monsieur ou madame qui est à vos côtés, donc c'est un rôle C'est Angèle. Angèle. Angèle, elle est chargée de communication, donc elle a un talent caché. Me voilà. Je ne suis pas CIP, je suis volontaire en service civique, mais on a un CIP qui s'appelle Monsieur Cancalon. Et moi, je gère tout ce qui est plus l'aspect communication, donc gestion des réseaux sociaux, etc. Mais le CIP, donc, c'est conseiller en insertion professionnelle, parce on est dans une sphère avec beaucoup de sigles, donc je le présente. C'était très intéressant, Jean-Christophe, mais on est tenu par le temps et on laissera vos coordonnées parce que je pense que Bien sûr. l'action du Clubhouse est vraiment très pertinente et complète ce que nous a présenté Eva, mais comme je suis un peu militaire, je suis Oui, obligé. Merci beaucoup, Jean-Christophe, pour votre Merci présentation. beaucoup. Et je pense que ça pourra. Bon, on a des employeurs de tous horizons. Il y a des Rouennais. Donc, s'il y a des choses à voir avec le Clubhouse, je pense qu'ils reprendront contact directement avec vous. Très bien, merci. Vraiment, mais en 3 minutes 20, c'est descendant ce que je vais vous dire, on est dans un monde idéal et comment mettre en place un dispositif de péréquation dans la fonction publique. Donc il y a un certain nombre de prérequis et de conditions obligatoires pour la réussite. Donc il y a trois approches. C'est un soutien institutionnel infirmé par la direction générale, la volonté de la direction générale d'identifier un certain nombre de pères aidants et donc de légitimer ce dispositif donc dans le cadre de la qualité de vie au travail. Donc ça peut passer par une note interne, un courrier de la direction. Donc une intégration du dispositif dans la gestion des ressources humaines, dans les politiques RH. Et puis, bien évidemment, la mobilisation. On n'a pas parlé, Eva, du rôle du référent handicap chez un employeur, mais s'il y a des pères aidants dans une structure, ben, le référent handicap, il est un peu le chef d'orchestre et qui pourra mettre en musique l'animation du dispositif. Donc le rôle du référent handicap, donc facilitateur du dispositif, donc dans le cadre de la mobilisation de l'ensemble des parties prenantes pour porter le projet, une identification et un repérage des futurs pères aidants, la sécurisation du cadre d'intervention, donc éventuellement des formations, fiches de fonction, reconnaissance du métier, veiller à l'articulation avec l'ensemble des dispositifs existants, et puis avoir une sorte de veille, retour d'expérience et évaluation du dispositif. Donc, valorisation du rôle du père aidant pour que ce soit efficace et pérenne. Donc, il faut qu'il y ait un temps de mission bien identifié, intégré dans le cadre du temps de travail, avoir accès aux formations existantes, bien sûr, la reconnaissance institutionnelle, on en a parlé, Eva nous en a parlé tout à l'heure, de la communication interne pour faire reconnaître la fonction et les modalités de mise en place du père aidant et peut-être des possibilités d'évolution. Donc, 6 étapes, sensibiliser, mobiliser l'administration et les agents, identifier et recruter les futurs potentiels pères aidants,
définir un cadre éthique et professionnel, former les pères aidants, bien sûr, organiser la supervision et le suivi des pères aidants et évaluer l'impact et ajuster le dispositif. Voilà, c'était juste quelques rappels pour pouvoir mettre en place. Donc, juste, on vous a mis également 3 petites fiches d'employeurs publics qui avaient mis en place des dispositifs de pérédance. Le projet Indicar, Eva, vous le connaissez, j'imagine, ou pas du tout? Oui, ça me parle. Donc c'est la ville de Paris qui a mis en place ce dispositif expérimental. Donc bah, c'est un dispositif cofinancé par le FIP pour bah, identifier des pères aidants, identifier des pères aidés, mettre en musique le dispositif de père aidance au sein de la ville de Paris. On a également le ministère de la Transition écologique qui a mis en place un dispositif intitulé Les Invisibles. Donc, je vous mettrai également les liens pour pouvoir accéder plus précisément à ces 3 expériences. Et il y a le GHU, Paris Psychiatrie et Neurosciences, Père et Danse entre agents. Donc, on vous mettra les liens pour pouvoir avoir accès à ces 3 expériences. Et puis, il y a également un Karen, un guide qui a été fait par le Tout à FIP. fait. Je vous en ai parlé un petit peu en introduction et c'est un guide qui a récemment été élaboré pour aussi aider les employeurs qui voudraient se lancer dans ce dispositif, de leur donner quelques bonnes pratiques et conseils. Vous y retrouvez notamment les fiches de la ville de Paris. Enfin, en tout cas, c'est un guide qui viendra en complément de la présentation qui a été faite. Sinon, je vais peut-être conclure, Daniel. Je pense qu'on est arrivé au bout de notre Tout à webinaire. fait. C'était Merci beaucoup, Eva, c'était passionnant. C'est vraiment, on avait envie de vous entendre plus, mais malheureusement, le timing était un peu serré, mais en tout cas, ça nous a vraiment apporté beaucoup de réponses sur ce dispositif, parce que la pérédance, c'est pas qu'une approche innovante, c'est une évolution aussi dans la manière d'aborder la santé mentale au travail. On s'appuie sur l'expérience vécue, du vécu et ça brise aussi, ça permet de briser les barrières de l'isolement et finalement de transformer la vulnérabilité en une force collective. Donc la pratique de la pérédance, elle vient en complément des dispositifs existants et de la boîte à outils dont peut disposer les référents handicap notamment, mais ça offre aussi aux collaborateurs un soutien authentique et aux managers un nouveau levier pour favoriser l'inclusion. En tout cas, moi j'étais ravie qu'on ait pu organiser ce webinaire avec Daniel. Merci, merci, mille merci Eva. Merci au Clubhouse pour cet éclairage et pour la mise en valeur de vos actions et dans la prise en charge des personnes. En tout cas, je pense que le sujet a été bien développé et donnera lieu sans doute à d'autres communications ultérieures. Enfin, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été présents toutes et Merci tous. beaucoup à vous. Merci. Merci. Merci et bon appétit. Bon Merci vous appétit. aussi.